Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Christian Barazuti qui est membre de l'association Inter-CVS, papa de 2 enfants en situation de handicap et vous allez nous expliquer ce que c'est que cette association, votre parcours, en sachant qu'Inter-CVS, on entend CVS et que si j'ai bien compris, votre mission, votre objectif, c'est de dynamiser les CVS pour permettre aux CVS et aux personnes accompagnées dans les établissements de s'assurer que les droits sont respectés et qu'ils soient un peu plus acteurs. Est-ce que je me trompe? Pas du tout, monsieur Chevalier, c'est bien cela. Super. Oh, A alors on vous écoute. Si vous pouvez vous présenter, nous expliquer, comment cette idée vous est venue et comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça change au quotidien dans les établissements dans lesquels vous intervenez? alors, tout d'abord, c'est une histoire de vie, puisque je suis âgé de 82 ans et bientôt 83 dans une vingtaine de jours. Et malheureusement, ma femme et moi sommes parents de 2 enfants handicapés mentaux, dont une fille qui a 57 ans et un fils qui en a 52. Je travaillais à l'époque au Crédit du Nord, place Riour à Lille. Et donc, plutôt que de me renfermer sur moi-même, faisant partie de la CFDT depuis sa création, c'est-à-dire en 1964, j'ai décidé de m'ouvrir aux personnes les plus fragiles de notre société. Donc, de ce fait, la loi du 11 février 2005, quand elle est sortie, a mis en place la citoyenneté dans le monde des EHPAD et dans le monde médico-social. Préalablement, il y a la loi du 2 janvier 2002, la loi Evin, qui avait donné la possibilité de mettre en place dans les EHPAD et dans les structures médico-sociales pour handicapés ce qu'on appelle les conseils de la vie sociale, qui sont l'équivalent de comités d'établissement ou d'entreprise dans les boîtes, où nous avons un rôle d'association, d'information et de consultation sur la bientraitance, la qualité de vie, la qualité de soins, le devenir des personnes âgées et des personnes handicapées. Dans les conseils de la vie sociale, il y a 4 collèges. Tout d'abord, les résidents. Ça peut être une nonagénaire qui est en EHPAD, ou un jeune homme qui se retrouve, comme mon fils, en 94, en foyer d'accueil, en foyer d'hébergement pour personnes handicapées. Mais on en trouve aussi dans le monde du travail, dans les ESAT et dans les centres de rééducation professionnelle. Dans ces conseils de la vie sociale, il y a 4 collèges. Le premier collège est celui des résidents, c'est-à-dire les habitants des personnes, enfin, les habitants qui sont dans les EHPAD ou dans les structures pour handicapés, les représentants des familles, les professionnels, c'est-à-dire le personnel qui s'occupe de nos êtres chers, et les associations tutélaires. Et donc, nous avons une obligation de 3 réunions par an, au cours desquelles nous suivons la bientraitance, l'équilibre alimentaire, les activités de loisirs, les sorties possibles, veiller à ce que, avec toutes les équipes, il n'y ait pas trop de perte d'autonomie. Bref, donner un sens à la vie des personnes âgées ou des personnes handicapées. Eh ben, c'est très clair, merci. Donc, vous expliquez très, très bien le CVS pour, quand on est, je pense, professionnel, qu'on travaille dans les établissements. Maintenant, je pense que depuis 2002-2005, on a quand même l'habitude, mais c'est vrai que ça reste, un sujet un peu abstrait, voire, enfin, très abstrait. En tout cas, les gens ne connaissent pas bien les CVS
Et j'imagine que c'est ça aussi votre mission à travers cette association, pour faire réellement participer les usagers. Parce qu'une problématique aussi des CVS, c'est comment on fait, pour que cette question de citoyenneté, de démocratie participative, que les gens s'expriment vraiment, quand il y Alors a une situation de handicap, importante. alors les gens ne connaissent pas vraiment le Conseil de la vie sociale qui a été créé donc en 2002, pour, moult raisons. D'abord, les personnes qui accompagnent leur, père ou leur mère en EHPAD, bon, sont dans la difficulté, dans la souffrance en tant qu'aidants. Les parents qui accompagnent leurs enfants handicapés, bon, sont aussi dans la souffrance et la difficulté également en tant qu'aidants et c'est pas évident que le conseil de la vie sociale soit présenté, à commencer par les directions d'établissement. Mais il faut quand même constater qu'il y a une évolution positive. Nous progressons, parce que ça remonte quand même à 2002 et notre rôle, nous, Inter-CVS 59, qui couvrons autant le monde des personnes âgées que celui des personnes handicapées, parce que c'est notre cœur de mission au sens noble et politique du terme. Nous ne voulons pas uniquement nous occuper des personnes âgées en oubliant les personnes handicapées et inversement. Nous tenons politiquement, autrement on n'aurait pas créé notre association, à avoir une vision globale. Car en France, les problèmes sociaux, humains, sont trop taylorisés, trop compartimentés. Et nous, notre souci majeur est de couvrir toutes les personnes fragiles de notre société. Et donc, pour ce faire, donc, notre rôle est d'aider les établissements, que ce soit des EHPAD ou des structures pour handicapés, à créer des conseils de la vie sociale là où il n'y en a pas, et de promouvoir avec de bonnes pratiques, l'apport de bonnes pratiques, les conseils de la vie sociale là où il y en a. Et donc, en quelque sorte, nous apportons notre expertise et nous sommes tous, dans notre association InterCVS 59, des militants bénévoles. Ça n'est pas l'argent qui nous anime. Chaque fois que nous intervenons et que nous sommes représentants dans un conseil de la vie sociale, nous ne demandons aucun financement. Mais nous travaillons avec le département. Pour ma part, je siège au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à la commission d'accessibilité des personnes âgées et handicapées au niveau de la métropole européenne lilloise. Et je suis administrateur suppléant à l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France pour les personnes âgées. Donc, nous essayons, avec tout notre environnement, d'apporter les meilleures réponses possibles au niveau des conseils de la vie sociale, pour qu'elles puissent mieux servir la qualité de vie des personnes qui sont toujours nos êtres chers. Ouais, je comprends. C'est super intéressant. Alors, quel conseil vous donneriez à un établissement ou à des familles? En gros, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour, qu'un CVS fonctionne bien? Alors, moi, je crois en la co-construction. Donc, il faut commencer par nouer un lien positif et pas agressif avec les directions d'établissements médico-sociaux, parce qu'il faut comprendre bon, qu'ils vivent des moments difficiles, surtout dans cette période. Donc, il ne s'agit pas de les braquer, il s'agit d'essayer de les comprendre et de les aider. Ça, c'est le premier point. Ensuite, par rapport aux résidents et aux représentants des familles, bon, ils sont quand même broyés par la vie. Quand vous avez une personne qui a 90 ans qui se retrouve dans un EHPAD ou une personne handicapée, bon, elle est, quand même déjà plombée un peu de manière cognitive, voire avec un handicap. Donc il faut leur expliquer avec la plus extrême bienveillance qu'il est important que dans leur maison, car c'est leur maison, ils puissent, en tant que citoyens, participer à la vie de leur nouvelle maison qu'est l'EHPAD
ou la structure médico-sociale, leur expliquer qu'elles ont encore un rôle de citoyen à mener à l'intérieur et qu'elles peuvent apporter leur petite contribution plutôt que d'être infantilisées. Donc il faut leur redonner confiance, leur faire comprendre qu'ils ont encore un rôle à jouer et surtout qu'il ou elle n'ait pas peur. Ça peut sembler un peu la facilité et peut-être de pas avoir assez cherché, mais mon sentiment, c'est vraiment que, surtout l'EHPAD en général, hein, on a affaire à des personnes qui ont quand même pas mal lâché prise et qui du coup ont pas envie, alors certainement par peur, hein, par manque de confiance et parce qu'on les a pas assez, on n'est pas assez allé les chercher. Mais on est quand même confronté à de la grande dépendance, à des troubles cognitifs qui font que parfois même inviter des gens à un CVS quand ils entendent mal, quand ils sont en difficulté, bah, c'est presque dur pour eux, quoi. Passer un moment pas sympa. Hem, Moi, je trouve que c'est peut-être la principale difficulté. Alors c'est une réelle difficulté, mais néanmoins nous faisons des miracles. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai travaillé dans un conseil de la vie sociale où la présidente du conseil de la vie sociale avait 103 ans. Alors OK. bien évidemment, cette personne qui a 103 ans, et une autre personne qui avait 50 ans mais qui était autiste, il faut l'aider, l'aimer, être à l'écoute, lui faire, prendre conscience à son niveau qu'elle peut encore avoir une étincelle et apporter quelque chose. Il ne s'agit pas de les rencontrer en leur expliquant: «Il y a le décret truc machin chouette, il y a la loi de telle date, qui s'appelle la loi Évin». C'est pas comme ça qu'il faut les aborder. Il faut les aborder avec beaucoup d'amour et leur dire: «Voyez madame, vous avez vécu la guerre 14-18, vous avez été citoyenne, vous avez traversé des temps difficiles. On peut venir vers vous, par exemple, vous proposer des activités. On est certain ou certaine qu'en vous, il y a encore quelque chose qui peut, donner un sens à votre vie, qui n'est pas fini et nous sommes là pour vous aider à avoir encore un peu de belle vie». Donc c'est par l'amour, par la bienveillance et par le regard de résilience qu'il faut leur parler. Pas comme si c'était des sujets, des pions qui sont infantilisés et qui sont dépendants de toute la société, voire même de l'EHPAD, parce qu'à partir de ce moment-là, elles renoncent, elles se laissent glisser, elles sentent qu'elles n'ont plus leur place dans la société et c'est dramatique. Alors que nous sommes là pour démontrer exactement l'inverse. Vous rencontrez des établissements dans lesquels vous sentez qu'il y a en fait zéro intégration, zéro co-construction? Alors, quand nous Sans nom, hein, on va dénoncer personne, hein. non, on dénoncera personne et quand nous sentons cela, à l'approche d'élections, parce que la loi oblige quand même à ce que dans les structures médico-sociales, il y ait des conseils de la vie sociale. Dans le cas où on sent qu'il y a rien, qu'est-ce qu'on fait? On intervient très tôt en amont. Par exemple, s'il y a des élections fin mai, on intervient début avril, au moment du goûter par exemple. Là, au moment du goûter, il y a une trentaine de personnes qui sont en train de prendre un petit café, une petite collation et on intervient pour leur présenter l'impérieuse nécessité qu'elles prennent encore un petit peu, avec l'aide d'autrui, leur vie entre leurs mains et c'est très chronophage, hein. Par exemple, je viens de le faire dans une structure médico-sociale qui est sur l'île. J'ai fait 4 réunions. J'ai réussi à amener 60 personnes et il y avait des résidents, des représentants des familles et alors qu'il n'y avait plus grand monde, bah, on a pu créer un vivier, donner de l'appétence, de la confiance dans ces personnes qui doutaient d'elles et qui ont décidé avec nous, avec notre aide et avec notre regard, très positif, bah, de franchir le pas.
Ouais, c'est super. C'est vrai que, ce qui va manquer, souvent, on a cette fameuse procédure puisque c'est obligatoire, donc on sait comment faire un CVS, tout ça, on va en parler, mais je pense qu'on prend pas suffisamment le temps de l'expliquer, de rassurer et ce qui peut amener de la peur, ce qui peut amener aussi surtout à un manque d'intérêt. Après, c'est ça aussi, vous voyez, la question d'un CVS, en fait, même si son rôle a tendance à être, revalorisé, à donner plus de poids, mais à la fin, quel rôle, il va y avoir vraiment, en fait? Est-ce que les propositions, tout ça, est-ce qu'elles pourront être suivies ou est-ce qu'on va être sur un CVS qui est plus, bah, pour discuter des plaintes, en fait, hein, et de revendications où souvent c'est moins les résidents, mais plus des familles qui vont, avoir cette opportunité, cet outil-là, bah, comme un lieu d'échange pour exprimer, un peu toutes les remarques qu'ils peuvent avoir et où là, bah, on va avoir, comme vous l'avez dit, un braquage et puis pas de co-construction, quoi, quelque chose de pas constructif du tout. Comment on f enfin, est-ce que ça, c'est des choses que vous avez pu voir et puis intervenir? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur, c'est aussi très intéressant. Parce que souvent le CVS, il est animé par la direction, par le directeur ou la directrice et ça biaise un petit peu du coup. Vous voyez, il y a des choses, ce gars-là, bah, on n'ose pas trop le dire ou alors c'est plus une question de règlement de compte et on a envie d'aller, on a envie d'aller en gros, taper le la direction, vous voyez? En se disant, «Je vais leur mettre la misère, je vais leur pourrir le truc». Est-ce Alors, que ça, c'est quelque chose que vous voyez? en l'occurrence, moi, ça fait 20 ans, donc depuis, 2006, oui, presque 20 ans, que je siège dans les conseils de vie sociale, ne serait-ce qu'au niveau de la structure de mon fils. Ouais. Là, tout au début, il y avait une frange de directeurs qui avait une culture qui a depuis évolué. La culture était plus fermée. Maintenant, nous rencontrons de jeunes directeurs et essentiellement de jeunes directrices d'ailleurs. C'est un métier de directrice d'EHPAD, un métier de directeur qui se féminise. Et donc, là, nous avons une évolution de plus grande ouverture, de plus grande écoute et de plus grande co-construction. Et donc, à partir de là, on se sent en terrain positif. Et donc, nous expliquons clairement que dans le respect du rôle de chacun, il appartient au Conseil de la vie sociale de s'ériger en force de proposition, pas punitive, mais constructive. Vous parlez des fiches d'évaluation, des fiches d'événements indésirables. Nous mettons l'accent sur la nécessité, par exemple, de mettre en place une commission qui s'occupera des menus, car vous n'êtes pas sans savoir que pour une personne âgée, l'hydratation et l'alimentation sont très extrêmement importants. Donc nous contribuons à mettre en place, avec le conseil de la vie sociale, une commission menu qui suit attentivement l'équilibre alimentaire. Parallèlement, en ce qui nous concerne, nous sommes en train de former 20 à 25 bénévoles qui sont dans les bibliothèques et qui vont faire de la lecture à voix haute dans les EHPAD, par rapport à des personnes qui ont 90 ans, qui ne voient plus très clair et donc la lecture à voix haute est passionnante pour elles et à ce sujet, nous allons en formation pour apprendre comment faire. Parallèlement à cela, nous sommes adossés à une équipe de théâtre qui va dans les EHPAD, très bien habillée et qui pendant 1 heure et quart, pas plus, parce qu'après ça devient trop lourd au sens collectivité, leur loue de belle manière les fables de La Fontaine. Et donc, les yeux de nos aînés sont remplis de petits éclats de contentement. Moi-même, et ça a été très dur, pendant 1 an, j'ai fait du théâtre, j'ai appris à faire du théâtre. C'était une terrible épreuve et je suis allé jouer dans 2 EHPAD et j'étais en face d'une dame qui avait 100 ans et qui était ravie, émerveillée. Elle avait retrouvé sa jeunesse. Ouais, donc en plus des CVS, vous participez à apporter encore plus de choses dans les établissements? C'est-à-dire que notre objectif est de créer les nouvelles frontières du conseil de la vie sociale. Il ne faut absolument pas s'arrêter
au décret du 25 avril 2022 ou à la loi initiale. Parce qu'il faut bien comprendre que les résidents, leur parler des décrets, leur parler de la loi, c'est pas ça qui les intéresse au premier chef. Il est bien évident que nous les connaissons. Nous savons parfaitement, quels sont les droits au niveau du conseil de la vie sociale. Mais quand on est en face des résidents, il faut leur parler des choses de la vie, pas des Ouais, je peines. comprends. Est-ce que parce que, vous voyez, le CVS, il faut en faire 3 par an. Est-ce que moi, je me dis que 3 c'est vraiment très peu parce que du coup, on va se voir une fois tous les trimestres avec un trimestre en moins tous les 4 mois. Je veux dire au niveau du suivi, ça va pas du tout. Vous voyez, si on se dit: «OK, là, on a un problème» et c'est vrai que la nourriture, c'est quelque chose qui rassemble et sur lequel on va dire, c'est un peu plus facile de donner un avis que sur d'autres sujets. Si on se dit: «Là, ça va pas, OK, on en reparle dans 4 mois», je veux dire, c'est pas suffisant. Puis les personnes, entre temps, elles oublient, et puis on a l'impression, du coup, qu'il y a pas forcément de suivi. Est-ce que vous avez une approche un peu différente là-dessus pour justement mettre plus de régularité et puis aussi peut-être un peu d'ouverture? Parce que le CVS, c'est des collèges, c'est un nombre précis de personnes, hein, si on suit le texte. Mais du coup, c'est un peu dommage parce que ça limite l'accès. Vous voyez, faire des élections, alors il y a jamais beaucoup de candidats, mais c'est aussi du coup beaucoup de perdants, en fait, et des gens qui avaient peut-être envie, qui du coup sont pas conviés. Donc moi, j'ai toujours eu cette logique plutôt d'ouvrir et de dire: «Bah, en fait, il y a les membres élus, voilà, mais en fait, tout le monde peut venir». C'est mieux. Plus on a de monde, plus c'est intéressant. Qu'est-ce que Vous vous avez en pensez, ça? vous avez raison et d'ailleurs, on se limite pas à 3 CVS. Bien souvent, on en fait 4, voire 5. Par exemple, on a dû monter au créneau sur l'évaluation externe, ce qu'on appelle l'accompagné traceur, que la Haute Autorité de Santé a mis en place suite au Covid et à l'affaire Orpea. Et donc nous sommes experts en la matière et nous participons à l'approche de l'évaluation externe qui est suivie d'ailleurs aussi par l'Agence régionale de santé. Ceci étant dit, par exemple, au niveau du conseil de la vie sociale de ma fille, nous faisons chaque année la fête du CVS. Donc la fête du CVS, nous travaillons collectivement en laissant toujours la place en premier aux résidents. Parce que les premiers sont les résidents. Et d'ailleurs, dans nos réunions de conseil de la vie sociale, toujours, 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 la parole est aux résidents. Et donc collectivement, ça fait 2 années de suite qu'on fait la fête du conseil de la vie sociale, où vous avez 60-70 personnes qui viennent, on fait venir une baraque à frites, bref, on danse avec un disque jockey, excusez-moi, et donc c'est joyeux, vous savez, c'est très joyeux, alors qu'il s'agit de personnes qui malheureusement sont trisomiques 21 ou nonagénaires, mais c'est la fête, c'est la joie, ne soyons pas tristes. C'est sûr que c'est même une très bonne idée pour mettre le CVS au premier plan et que ce soit pas juste ouais, des réunions auxquelles, on va, on sait pas trop ce qui se passe, je pense il faut qu'on pense, oui, à mettre plus le CVS en avant et puis c'est vrai que je vois alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à travers l'évaluation HS, mais on voit qu'on arrive dans un peu comme une nouvelle phase pour les établissements où la question de l'implication, être acteur, je pense que moi je le vois surtout sur les EHPAD, mais cette question beaucoup plus d'autodétermination qu'on retrouve, dans les établissements pour des personnes plus jeunes, c'est vraiment maintenant, en fait, les gens doivent être acteurs, on doit les solliciter et c'est vrai qu'on a eu tendance pendant, je pense, longtemps, hein, et probablement encore un peu, de décider un peu trop vite, au niveau de la direction, au niveau des professionnels, en se disant: «Bon, bah, voilà, c'est ça qui est bien, on va faire ça» et puis pas assez mobiliser, solliciter l'avis et même solliciter la participation plus active, quoi. Là, c'est le pire de tout, de décider à la place des résidents, ils ont l'impression très rapidement d'être infantilisés et c'est la mort sociale. Oui, puis ils s'expriment plus du coup. Parce Ouais. que si on les sollicite pas, ils disent: «OK, on se met sur les rails et puis c'est tout quoi». On est plutôt spectateur et Alors vous voyez, on travaille vraiment en co-construction.
ça évolue très positivement. Chaque fois, le président du conseil de la vie sociale est un résident, c'est-à-dire une personne âgée ou une personne handicapée. Et le vice-président, heu, chaque fois presque, c'est un représentant des familles. Donc le représentant des familles est là pour aider le résident. Parce que quand vous avez affaire à une personne qui a 100 ans ou quand vous avez affaire à une personne qui est autiste, il faut quand même l'aider. Ne pas prendre sa place, mais l'aider. Et donc on est là pour aider. Et en ce qui me concerne, je suis vice-président dans 2 conseils de la vie sociale et donc, à ce titre, bah, très régulièrement, entre 2 conseils de la vie sociale, j'interpelle de manière, très agréable la directrice de la structure. Je fais un point intermédiaire avec elle, parce qu'il est évident que la vie ne s'arrête pas entre 2 conseils de la vie sociale. Carrément, et je trouve que c'est pas mal. Alors, on voit des établissements qui arrivent à le faire. Après, ça dépend aussi des personnes et de leur implication et de leur capacité, mais moi, je trouve que c'est bien, du coup, que l'ordre du jour soit co-construit. Dans la majorité des cas, c'est la direction, bah, qui fixe la date, qui fixe l'ordre de jour par rapport aux obligations sur lesquelles elle doit intervenir. Il va y avoir, des questions ouvertes. On va faire un suivi de la dernière fois, mais finalement, ça se ressemble un peu trop, et puis le compte rendu, bah, si c'est le directeur qui fait, je veux dire, c'est un peu moins, potentiellement un petit peu moins, représentatif de ce qui a pu être dit, quoi. Alors ça se passe pas comme ça. Là où je suis vice-président, c'est-à-dire aux 2 niveaux, il a été convenu, mais sans aucun problème, hein, entre la direction, avec le président du CVS et le vice-président qui est moi-même, que nous élaborons l'ordre du jour ensemble. Ensemble. C'est-à-dire que si vous voulez, moi, du côté des représentants des familles, j'essaie en amont d'avoir leur remontée, hein, et donc nous l'élaborons ensemble. Et l'ordre du jour est établi par ces 3 personnes. La direction de la structure, le président ou la présidente du CVS et le vice-président qui est en règle générale, le représentant des familles. Et donc c'est fait de manière la plus démocratique possible. Par exemple, hier, j'ai eu un contact avec la directrice de la structure médico-sociale où se trouve mon fils et nous avons discuté de l'ordre du jour. J'ai par exemple demandé à ce que soit rajouté, parce qu'ils sont en train de travailler sur le plan d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire le projet de vie individuel. Et comme ils sont en train de le rénover, j'ai demandé à ce qu'une synthèse de leurs travaux soit abordée au prochain conseil de la vie sociale qui aura lieu le 16 juin. Donc, vous voyez, c'est de l'interactivité et tout ça se passe de la bonne humeur. Ouais. Non, c'est top. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, du coup, par rapport à tout ce que vous faites, c'est est-ce que vous voyez des choses qui sont plus abouties du côté des EHPAD ou du côté des établissements pour les personnes en situation de handicap? Alors, le problème, si vous voulez, c'est les règles juridiques sont les mêmes. En EHPAD, c'est quand même plus compliqué parce que la durée d'existence en EHPAD est de 2 ans et demi à 3 ans. Qui complexifie les choses ces dernières années. Quand on voit qu'un mandat, c'est Oui. censé durer, je crois, 3 ans, ça marche moyen, ouais. Ce qui fait que bon, au bout de 2 ans, bah, il y a, par exemple, plus personne au niveau des résidents. Donc il faut coopter, faire des élections partielles, c'est extrêmement compliqué. Dans les conseils de la vie sociale des personnes handicapées, dans le foyer de mon fils qui est rentré, à l'âge de 19 ans, 19 ans, j'ai toujours les mêmes interlocuteurs pour ainsi dire. Mmh. Et là, si vous voulez, on peut travailler dans la durée. Ouais, bien sûr. Je m'arrange toujours pour, arriver plus tôt au niveau de la réunion du conseil de vie sociale et d'aller au-devant des résidents qui viennent tout de suite vers moi parce que ce sont des personnes handicapées dont les 2 tiers ne retournent jamais chez elles, parce qu'elles n'ont plus de chez elles, enfin bref, passons. Et je les embrasse. Faut leur apporter aussi un peu d'amour. C'est pas seulement une structure prévue par la loi, c'est un lieu où il faut faire preuve de bienveillance
d'affect et d'amour. Non, je comprends. C'est vrai que alors après, vous voyez, d'un point de vue CVS, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Après, c'est vrai qu'il y a cet équilibre avec, l'objectif, réglementaire, avec, la, l'implication des personnes. Mais oui, après cette dimension bienveillance et implication, elle est indispensable. Heu, pour conclure, un établissement qui souhaiterait contacter votre association, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il peut vous demander? Jusqu'où, puisque vous êtes dans le nord, jusqu'où vous allez au niveau périmètre, Tout le comment ça marche? département du Nord, tout le OK. département du Nord. Mais, heu, comme nous sommes dans une région qui s'appelle les Hauts-de-France, et sachant que je suis administrateur suppléant à l'Agence régionale de santé, à la métropole européenne lilloise, qui couvre quand même 1 300 000 habitants et de ce fait, je suis aussi au CDCA. Donc nous essayons, comment dirais-je? D'avoir des partenaires. C'est ainsi que nous travaillons avec une douzaine de partenaires que sont par exemple l'URIOPS, l'Agence régionale de santé, le CDCA, heu des comment dirais-je? Le CREAI, France Assos Santé. Donc nous avons une douzaine de partenaires avec lesquels nous créons de la synergie et nous sommes copilotes de plusieurs appels à projets, dont un que nous avons fait avec l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, qui s'appelle «La démocratie en EHPAD» et nous sommes actuellement, avec le département du Nord, sur un projet pour, éviter la perte d'autonomie et pour aider les aidants, le droit au répit, qui s'appelle Phosphorage et qui a été financé par le conseil départemental de citoyenneté et d'autonomie du département du Nord et qui est la résultante d'une décision de la conférence des financeurs. OK, oui, donc vous êtes intégré vraiment dans tout le réseau, Ah oui, c'est une galaxie, hein. ouais. C'est une galaxie, on est en réactivité permanente avec une douzaine d'interlocuteurs, sans compter, une dizaine d'EHPAD et à peu près autant de structures médico-sociales pour handicapés. Comment une structure qui veut, peut-être, des informations ou éventuellement une intervention de votre part pour, dynamiser le CVS, comment on vous contacte? Alors, nous venons de créer nous sommes sur le site InterCVS 59. Donc en allant sur Google, ils vont trouver nos coordonnées. Ils peuvent aussi m'appeler au 06 42 56 29 06 et je vous donne mon adresse email christian.barazzuti@gmail.com. Mais nous avons aussi d'autres administrateurs, nous avons un bureau. J'étais coprésident, mais ayant 83 ans et ayant la sagesse de préparer la relève, je suis toujours administrateur, mais il y a un nouveau coprésident. Donc nous travaillons en équipe et nous allons sortir des outils nouveaux et nous comptons ouvrir une page sur Facebook. OK, super. Et ben, merci pour toutes ces infos et puis, bah, bonne continuation et puis je serais bien curieux de voir tous ces outils qui peuvent sortir. Merci beaucoup monsieur Chevalier, je reste à votre entière disposition. Si vous souhaitez revenir vers moi, je serai toujours là à votre écoute et pour vous apporter toutes les informations requises. Super et ben, merci à vous. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque, proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt dans le podcast des établissements.